l'origine du coronavirus. Donc je redis, il y a aujourd'hui, je parle que du côté français, mais c'est évidemment pas les seuls. Après, moi, j'ai pas consacré un article entier là-dessus. Je vous ai dit pourquoi. Hein. À un moment donné où je me suis censuré en me disant je peux même pas faire un article sérieux pour expliquer aux gens les travaux qu'il y a là-dessus. Rien que de dire qu'il faut réfléchir à ça, on va tout de suite me dire que je suis complotiste. Donc je me suis censuré. Mais en réalité, il faut lire donc les travaux de l'équipe de virologie de Lumini. Alors, je sais bien que vu de Paris, vous savez, il y a un gros truc qui s'appelle Marseille, qui est tout rouge, tout bizarre, voilà, mais ce qui est une stupidité évidemment. Hein. Donc, il y a 3 grands campus universitaires à Marseille. Il y en a un qui s'appelle Lumini, ça n'a rien à voir avec l'IHU. Et il y a entre autres une équipe de virologie, un labo entier. Au sein de ce labo, il y a une équipe qui est dirigée par Bruno Canard, dans laquelle il y a aussi un autre collègue CNRS qui s'appelle Étienne de Crolly et qui travaille là-dessus. Voilà, depuis des mois et qui ont fait des publications scientifiques que vous pouvez retrouver en français comme en anglais d'ailleurs. Hein. Alors j'ai plus en tête là tout de suite la revue, l'année, la pagination, voilà, mais ça se trouve relativement facilement. Je les ai sur mon fil. J'aurais dû signaler que j'ai un compte Twitter aussi. Hein, que j'utilise juste pour diffuser comme ça les infos. Sur mon fil Twitter, on peut retrouver ces choses-là aussi. Mais je pense, sinon, vous tapez, voilà, vous tapez par exemple coronavirus de Crolly, ça s'écrit DECROLY. Je ne sais plus si c'est Science Direct. Bon, voilà, j'en lis tellement que je sais plus, je me mélange entre les différentes revues, mais vous trouverez ça sans difficulté. Étienne, oui, Étienne de Crolly, c'est ça, et Bruno Canard. Voilà. Ils se sont censurés aussi pour. Je sais qu'ils avaient proposé un article au Monde Diplo, tiens, parce qu'on est on est chez ses amis depuis un moment aussi. Je ne sais pas où ça en est, mais voilà. Covid Tracker, j'ai pas travaillé dessus. J'avais travaillé un petit peu sur la première application qui s'appelait Stop Covid. Hein, voilà. Mais pas sur Covid Tracker. Et ce que j'avais dit à l'époque, c'est rejoint ce que j'ai dit tout à l'heure, hein, à savoir, c'est quand même, de mon point de vue, quelque chose qui est très étrange et pas normal du tout, que de squeezer ce qui est la première ligne de défense, si on veut employer la métaphore militaire, hein, ce qui est le premier contact pour le citoyen lambda, vous et moi, les familles, avec les professionnels de santé qui sont nos médecins de famille. Et pour ceux qui sont suivis pour des traitements ou autres, l'infirmier, l'infirmière qui vient chaque semaine faire les soins. Il faut comprendre que c'est proprement scandaleux d'avoir fait ça et que ça a été en réalité gravissime. Hein. Et moi, j'applique toujours ce même raisonnement, je l'étends également à ça. À qui est-ce qu'un patient devrait parler, soit de ses angoisses infondées, au cas où il est juste angoissé, il a un gros rhume ou autre chose, il n'y a pas le Covid, mais à qui il va en parler? Il devrait pouvoir en parler à son médecin, hein, ou l'infirmière qui vient le visiter. Chez qui il devrait pouvoir faire un test, s'il pense qu'il faut faire un test également. Pourquoi est-ce que systématiquement, l'ensemble du dispositif donc, de professionnels de soins qui est au plus près de la population a été mis sur la touche? Voilà, ça n'est pas normal. Et pour compenser ça, on a d'une part donc sursaturé les systèmes d'urgence, hein, le SAMU, les urgences, et d'autre part créé donc des applications, hein, où on allait demander, on a essayé de repérer comme ça les gens qui auraient été contaminés, de tracer leurs contacts, savoir qui ils avaient rencontrés, savoir machin, etc. Comme si la technologie, c'est un des enjeux de cette crise, un des révélateurs, et qui d'ailleurs nous parle de l'évolution globale du monde. Hein. Les crises n'inventent jamais rien de nouveau. Hein. Les crises viennent simplement caricaturer des choses qui existaient déjà, révéler, faire éclater encore plus, voilà, des choses qui existaient déjà, mais elles n'inventent rien de nouveau. On voit bien ces dernières années l'emprise croissante des technologies sur l'ensemble de nos vies. Et là, ben voilà, le fait que par le biais de cet objet qui nous a servi désormais tous en notre poche, qui est notre téléphone, eh bien on allait par cela, au fond, l'État tout en haut, un peu Big Brother quand même, hein, désolé de le dire pour ceux qui trouveraient que ça ferait complotiste, mais enfin quand même, l'État viendrait savoir ce qu'on a le droit de faire du coup au final, hein, parce qu'au final, hein, qui on a rencontré, est-ce qu'on peut le revoir, est-ce que c'est suspect, est-ce que machin, est-ce que bidule, plutôt que les liens humains de base, et je répète, le lien avec les professionnels de santé. Voilà. Moi, si j'avais eu un des eu d'ailleurs, hein,
peut-être le Covid, je ne sais pas, parce qu'à l'époque, il n'y avait pas de test. Mais si on avait des symptômes, des suspicions, pensé qu'on a croisé quelqu'un, voulu faire quelque chose, passer un test pour être sûr, bidule, la logique, je répète, était qu'on s'adresse à son médecin de famille. Vous savez, celui qu'on déclare à la Sécu, hein, mon référent, machin, voilà. C'était juste la logique. Au lieu de ça, hein, une des choses qui a été mise en place, c'est cette idée que l'État, toujours pareil, hein, tout en haut dans un bureau, il y a un gars, un œil, hein, c'est le côté Big Brother du truc, il y a un gars qui lui va regarder tout ça pour 67 millions d'habitants, et ce miracle peut se faire parce que la technologie le permettrait. C'est cette idée de base. Je répète, moi ce qui m'intéresse, c'est les modes de raisonnement, avant de rentrer dans le détail de telle ou telle chose. Sur quoi reposent les choses? Elles reposent sur des croyances, sur des raisonnements. Si ces croyances ou ces raisonnements sont faux ou sont critiquables au nom de certaines valeurs, nous devons les critiquer si nous partageons ces valeurs. Donc moi je défends un certain nombre de valeurs et je préfère avoir, comme on dit, ce colloque singulier avec mon médecin, plutôt qu'il y ait, en vertu d'une application ou d'un algorithme ou de je ne sais quoi, quelqu'un qui m'appelle d'un bureau à Paris ou bientôt d'un serveur, qui sera déconcentré dans je ne sais quel pays pauvre pour payer moins cher les gens, hein, comme pour tout le reste, et qui me dira monsieur, nous avons repéré ceci, votre téléphone a repéré ceci, désormais vous devez faire ça et ça, ou sortir telle voie à telle heure, ou voir telle personne ou ne pas la voir, ou vous avez le droit de faire ci ou ça. C'est ce monde dont on veut? Voilà une question qu'à mon sens il faut se poser. C'est ce monde dont on veut? Moi non, personnellement. Voilà. Donc, l'application Stop Covid me posait beaucoup de soucis. Il y a un deuxième souci qui se pose ensuite immédiatement, qui se pose d'ailleurs avec toutes les entreprises de fichage de la population, quelles qu'elles soient, qui est le souci du respect de la confidentialité. Je vous rappelle que jusqu'à preuve du contraire, les données de santé, c'est censé être parmi les plus confidentielles qu'ils soient. Or, qui fabrique cette application? Qui a la propriété des fichiers? Qui a accès? Qui peut les contrôler? Ces questions-là, techniquement, n'étaient pas réglées. Alors, je ne sais pas ce qu'il en est Covid Tracker, mais avec Stop Covid, elles n'étaient pas réglées. Il y a eu des tribunes de dizaines de mes collègues qui l'ont dit, qui se sont exprimés dans le débat public, là où ils pouvaient. Petite fenêtre de temps en temps dans les grands médias, et sinon, vous trouverez ça sur des sites très importants d'associations, la Quadrature du Net, tous les lieux que vous connaissez sans doute, hein, de gens qui font très attention avec la question des libertés et du numérique depuis des années. Alors la troisième question, c'est celle où je vais très vite déclarer le plus de limites. Hein, je ne sais pas tout, je fais ce que je peux. Mon équipe est quand même à une exception près française. Hein, j'aimerais bien avoir en plus une batterie de correspondants étrangers dans tous les pays qui m'enverraient de l'info bidule. Ce serait formidable. Bon, c'est pas le cas. Donc j'ai quelques infos par-ci par-là sur l'Angleterre, sur l'Allemagne, sur la Belgique, sur la Suède bien sûr, mais j'en ai pas partout. Je ne vous parlerai pas de l'Australie ou de la Nouvelle-Zélande où je ne sais quasiment rien. Je suis très lacunaire en ce qui concerne les États-Unis, qui lui-même a un continent dans le continent, hein, avec en plus selon les États des situations et des décisions qui ont été très différentes, tant au plan politique qu'au plan sanitaire. Ce que je peux constater simplement comme vous tous, c'est que, certes, il y a eu un grand processus d'imitation, des pays qui s'imitent les uns les autres. Bon. Je parlais tout à l'heure de mon interrogation fondamentale sur l'origine du confinement. L'origine du confinement, ce n'est pas la recommandation médicale de base. Ce n'est pas ça. Parce que vous allez faire l'expérience, hein, vous allez acheter n'importe où un petit manuel d'infectiologie et vous regardez à gestion des épidémies. Si vous en trouvez un où il y a marqué option numéro 1, confiner la totalité de la population, s'il vous plaît, appelez-moi tout de suite. Hein, parce que moi, je ne l'ai pas trouvé. Et j'en ai lu quand même un certain nombre. Hein. Bon. Je ne l'ai pas trouvé. Partout, j'ai vu, par contre, il faut dépister les gens. Quand on repère les gens contaminés, on les isole pour pas qu'ils contaminent les autres. Et on les soigne avec les soins qu'on a au fil du temps et en progressant au fur et à mesure que le savoir sur la maladie progresse. Voilà. Mais on enferme tout le monde, ça, c'est marqué nulle part. Voilà. Donc, mais la plupart des pays, s'ils ont fait cela, en réalité, c'est par imitation d'une part et par peur de manquer de capacité derrière, de soins, à la fois de capacité humaine et technique. Hein. Donc fondamentalement, c'est d'abord l'imitation. En gros, enfin, nous l'avons tous vu, hein, on peut refaire le film à partir du mois de janvier. La Chine, non, la province de Wuhan confine. Okay, on se souvient des images, le confinement, puis l'hôpital de campagne monté, un gros truc, hein, pas la petite tente là, qu'on a fait en France dans le Grand Est, un truc incroyable. On a tous les images de ça. Donc, la Chine, puis chronologiquement nos deux voisins les plus proches,
nos deux voisins méditerranéens les plus proches, l'Italie et l'Espagne. Donc il y a un processus d'imitation. Les autres l'ont fait, allez, on le fait aussi. Bien. Mais ça cache également le fait que on se retourne tout d'un coup, enfin, je dis on, je prends des métaphores, mais on pourrait l'illustrer, hein, j'imagine très bien le conseil de défense ou le truc informel qui fait office d'eux au tout début, fin février, début mars, et puis où il y avait notre président de la République qui se retourne vers les autres. Bon alors les gars, ok, donc on va devoir livrer une bataille, état des forces quoi, combien de divisions, qu'est-ce qu'on a sous la main, donc c'est quoi nos capacités? Et se retrouvant face à des gens qui vont lui dire le lit d'hôpitaux, c'est vrai que ça fait 30 ans que de moins en moins quand même, donc on a peur que ça sature un peu vite. Hein. Et d'ailleurs, en fait, aux urgences, ça sature en réalité tous les hivers, hein, bien sûr, puisque les maladies sont saisonnières. Donc ça sature en fait chaque année, donc on va lui dire attention, hein, on va vite être débordé. Ensuite, on dit oui, c'est vrai, il faudrait que, à minima, tous les soignants et tous les gens qui approchent les gens fragiles, dans les EHPAD par exemple, portent tous des masques. Voilà. Parce que ça ne sert strictement à rien, encore une fois, d'aller se promener dans la montagne ou même dans la rue avec ça. Hein. Par contre, quand vous êtes au contact de gens très fragiles ou que vous êtes dans une situation de soins à recevoir des gens potentiellement malades, oui, là, c'est tout à fait indispensable. Bien. Et là, on dit, monsieur le Président, désolé, mais on n'a plus. Ah bon, on n'a plus? Non, il y a quand même une date de péremption sur les masques, donc les derniers, on les a détruits, on n'a pas d'autres. La dernière usine qu'on avait, c'était en Bretagne, en France, qu'on fabriquait, non, on l'a fermée aussi, non, ça, donc nos produits sont made in China, hein, comme le reste, hein, youpi. Bon, voilà, donc on s'est senti à poil, quoi, hein, disons les choses, donc le confinement, ça permet de dire aussi, ouf, ok, on arrête tout, parce qu'en fait, on sait pas quoi faire, ou si on aurait une idée, on n'en a pas les moyens, hein. Donc on arrête tout le temps d'essayer de trouver une solution. Voilà. Alors on voit bien qu'il y a d'autres pays qui ont pas suivi néanmoins cette espèce de mouvement d'imitation, hein, des uns des autres. Alors le plus connu c'est le cas de la Suède, bien sûr, mais plus proche de nous, hein, l'Allemagne a géré la crise différente. Et puis il faut rentrer dans le détail, parce que ces journalistes qui, je n'aimerais de le dire, hein, j'ai plein de copains journalistes par ailleurs, etc. Mais bon, ces journalistes qui ont perdu l'habitude de faire leur travail, hein, de vérifier les détails, d'investiguer, enfin voilà. Enfin, faut dire les choses sur l'état du journalisme en France, c'est quand même incroyable. Les gens parlent de personnes qu'ils n'ont jamais rencontrées, d'endroits où ils n'ont jamais mis les pieds. C'est ça le truc. Vous pouvez rester, c'est le journalisme de bureau. Vous êtes assis devant un ordi et avec un téléphone portable. Voilà. Et vous faites à longueur de journée des papiers, juste en lisant et en réécrivant des choses que vous avez à l'écran sous les yeux, et en passant des coups de fil à des gens, et en bricolant des verbatims et des machins. C'est ça. Et au final, vous parlez en permanence de questions que vous ne connaissez pas, de lieux où vous n'avez jamais mis les pieds, et de personnes que vous n'avez jamais rencontrées de votre vie. Et en plus, ça prétend dire le vrai du faux, et traîner dans la boue les gens qui ne sont pas conformistes. C'est incroyable, hein. C'est-à-dire que il y a une relation inversement proportionnelle entre le niveau réel d'investigation, hein, de solidité des connaissances, et le niveau d'arrogance des gens qui les disent en plus. Ce qui est quand même un petit peu stupéfiant. Donc même dans le détail, je veux dire, j'entendais, je sais pas, j'ai mis l'exemple, je vous en donne un parce qu'il est tout frais là, hier. Quelqu'un qui me dit oh mais regardez, au Royaume-Uni c'est exactement pareil qu'en France, parce qu'on discutait des systèmes politiques, etc. C'est exactement pareil qu'en France, etc. Et regardez par exemple, ils ont tous rendu le masque obligatoire même quand ça sert à rien. Je dis, faut vérifier ça. Et du coup, il se trouve que j'ai appelé quelqu'un que je connais qui de nationalité anglaise en disant mais juste comme ça, qu'est-ce qui se passe vraiment? Il me dit moi dans ma ville, il travaille dans l'éducation nationale, hein, l'équivalent. Moi dans ma ville, dans les classes, les petits enfants n'ont pas de masque. Et il y a eu une recommandation nationale qui a été émise effectivement et qui disait que il est possible, ou dans certains cas, on vous suggère mais nulle part ça n'a été imposé, nulle part. Et finalement, c'était au libre choix, soit des chefs d'établissement, même dans certains cas des enseignants, avec ou pas consultation des parents. Bref, il y a eu des systèmes différents en fonction des forces locales, etc. Bon, en France, où on est quand même caricature de bonapartisme, on a toujours cette idée, il y a un gars tout seul en haut dans un bureau qui décide pour tout le monde ce qu'il faut faire. Et c'est comme ça et pas autrement. Et puis si on ne le fait pas, on peut vous envoyer la police pour vous coller une amende. Voilà. Ça, c'est quand même, il faut le savoir, c'est très français ça. Hein. De même qu'on est, je crois, alors peut-être on en trouvera un ou deux autres, hein, mais enfin, des centaines de pays. À ma connaissance, on est le seul pays
qui a demandé à ce qu'il y ait ce système d'attestation où on déclare à quelle heure on sort, à quel endroit on va ou pourquoi faire, et on peut être contrôlé et recevoir une amende pour la police si on n'a pas écrit l'heure, oublié d'écrire l'heure ou pas rempli tel. Quand je disais ça à certains collègues étrangers, ils ouvraient quand même des grands yeux. Hein. Je trouvais ça étonnant. Hein. Le tout évidemment dans le pays des libertés et des droits de l'homme. Hein. Faut-il rappeler évidemment nos grands titres. Là. Donc, qu'est-ce que je peux dire si ce n'est qu'il faut s'intéresser à ces différences, évidemment, à la fois pour plein de raisons, en fait, il faut s'y intéresser. D'abord pour prendre du recul sur soi-même, évidemment, hein, voir que confronté aux mêmes difficultés, il y a d'autres endroits où on pense différemment, c'est tout à fait fondamental. Ensuite, s'y intéresser du point de vue scientifique, c'est tout à fait fondamental, parce que évaluer, c'est comparer. Hein. Si on veut savoir s'il y a une relation de cause à effet entre deux choses, il ne faut pas simplement développer, c'est pas la peine, on va le dire, ouais, on peut le comparer sur des millions de cas, machin, oui, mais non, il faut aussi un bras de contrôle, comme on dit, hein, donc il faut le comparer avec, voilà, est-ce que la même solution mise en œuvre dans un autre contexte donne les mêmes résultats, ou est-ce que précisément, en fait, il y a plusieurs facteurs, et que donc dans un autre contexte où il y a un autre facteur qui intervient, ça modifie les résultats. Donc c'est tout à fait essentiel, bien sûr, de faire ces comparaisons, à mon sens, à tout point de vue, hein, pas simplement sur des questions technico-médicales précises, mais également évidemment sur les grandes décisions politiques différentes. Donc parmi les choses que j'ai un peu suivies, en ce qui me concerne, il y a un peu l'Allemagne et un peu la Suède. Voilà, et c'est tout. La plupart du reste du monde, je suis tout à fait incapable de vous en parler sérieusement. Est-ce que je pense que cette vidéo à son tour sera censurée? Vous verrez bien, mais j'espère quand même que entre les économistes, les amis du monde diplomatique, vous êtes suffisamment légitime, armé, ancien et apte à vous défendre pour que ça n'arrive pas. Mais vraiment, ça a été très très fréquent. Hein. Je pourrais citer moi-même le cas lorsque en septembre et octobre, il y a eu un petit moment comme ça, 2 mois. Hein, après l'été au fond, hein, où j'ai essayé, j'ai été poussé à devenir un peu porte-parole plus largement, pas simplement de moi ou d'une petite équipe qui travaillait, mais à faire collectif et à lancer un processus de tribune collective. On en a fait 4 en tout, 4 tribunes, et j'ai rencontré quand même à 3 reprises des phénomènes de censure. La censure, c'est pas qu'on vous dise ça ne nous intéresse pas ce que vous avez fait, ou on estime que c'est pas bon, ouais, pas de problème, ça c'est la critique normale, et puis on vous dit pourquoi, ou etc. Non, pas du tout. La censure, c'est quand vous proposez un texte à la rubrique opinion, débat d'un journal, quotidien, un hebdo, peu importe, une revue en ligne, ce que vous voulez, qu'on vous dit ouais, super, merci, on le prend bidule, on vous le passera demain après-midi vers telle ou telle heure, et puis que la même personne, journaliste, si c'est une entreprise de presse, vous rappelle le lendemain en question, mais 1 heure avant que ça paraisse, en disant je suis désolé, mais l'article sortira jamais, parce que ma rédaction en chef ne veut pas que je le passe, point, sans qu'on vous dise ni pourquoi, ni bonjour, ni au revoir, ni crotte, hein, voilà, juste ça ne passera pas, et c'est fini, au revoir monsieur. Ce qui est très humiliant pour le journaliste lui-même d'ailleurs, hein, qui montre bien qui décide quoi, qui a le pouvoir de quoi. Donc ça, je m'y suis heurté à plusieurs reprises, hein, et dans des médias centraux, dans des médias légitimes. Voilà. Donc on verra bien, mais la censure, c'est tout à fait clair qu'elle est là, et il y a un tas de choses stupides, complotistes, voire dangereuses, qui traînent partout sur Internet. On leur donne une importance beaucoup trop grande. Hein. Il y a toujours eu des gens qui racontaient des bêtises, des gens un peu foufous, bon voilà, ça fait partie de la vie. Dans nos sociétés, il y a une valeur absolument fondamentale qui s'appelle la liberté. Hein. La liberté de penser, la liberté d'expression. Tant qu'on ne trouble pas l'ordre public, on doit pouvoir penser et dire ce qu'on veut. C'est ce qui fait de nous les démocraties que nous sommes. Et le jour où nous n'avons plus le droit de dire ce qu'on veut, même si c'est la plus grosse des conneries, c'est que nous ne sommes plus en démocratie. La deuxième question portait sur les 30 000 médecins. Merci de la question, je n'ai pas eu l'occasion de les citer. C'est tout à fait le genre d'initiative qui me pense que je considère salutaire en ce moment. Alors, revenons à l'histoire. J'ai évoqué tout à l'heure, hein, je vous ai dit, c'est une des 3 choses moi, qui, depuis le début,
m'a fait tiquer, m'a fait me dire c'est pas possible, il se passe quelque chose, ça ne tourne pas rond, c'est pas normal, c'est pas comme ça que ça devrait se faire. L'ordre des choses, c'est pas ça. Hein. L'ordre des choses, c'est je suis malade, je vais voir mon médecin. Et je commence pas à me demander si ce médecin a les cheveux trop longs, machin, ouais, s'il est de droite ou de gauche. Quelle blague ça, hein. C'est l'occasion de le dire, ça c'est important. Hein, notamment autour de la poétique Raoult. J'ai là en tête beaucoup de visages hein, de mes collègues intello de gauche, qu'ils soient sociologues ou autre chose, peu importe la discipline, hein, qui fondamentalement hein, disent ah ouais, IHU, Marseille, c'est Trump. Et puis il est copain avec Muselier qui est de droite, Estrosi, machin. Et alors, c'est quoi cette blague? Quand vous allez voir votre médecin, vous tous, même, monsieur, madame, quand on est ensemble, quand vous allez voir votre médecin, avant de rentrer dans son cabinet, vous vous demandez pour qui il a voté aux dernières élections? C'est une blague, hein? C'est une hypocrisie. Ça n'est pas vrai. Ça n'est pas vrai. Si c'est un ami personnel, vous le connaissez, vous savez c'est pour qui il vote, sinon vous ne le savez pas. Et vous n'avez pas à le savoir d'ailleurs, et c'est pas pour ça que vous allez le voir. Donc ça, ça fait partie de ces stupidités. Je ferme ma parenthèse, excusez-moi. J'ai dit fin février, ce décret incroyable de Véran qui, au fond, met sur la touche l'ensemble des soignants de première ligne. Ce décret a, je l'ai dit tout à l'heure, a révulsé évidemment très grande partie des médecins généralistes, évidemment, et derrière d'infirmières libérales, etc. Et très très vite, hein, dès ce moment-là, enfin dans les 10 jours qui suivent, alors il y a eu un phénomène très visible qui est la pétition qui a été lancée par l'ancien ministre de la Santé, Douste Blazy, et désormais très connu aussi infectiologue, professeur de médecine et directeur du service d'infectiologie de l'hôpital de Garches, qui est Christian Perron. Bon. Ils ont, vous en souvenez sans doute, lancé une pétition à ce sujet très très vite. Mais à côté de la pétition, qui n'a servi à rien comme toutes les pétitions que nous faisons, hein, alors que je crois qu'elle a, je ne sais plus, enfin 600 000, 700 000, enfin, c'est une pétition importante, très rapidement, il y a un collectif de médecins qui s'est créé, hein, qui s'appelle Laissons-les prescrire, que vous pouvez retrouver très facilement sur Internet. Ils ont un site Internet, sur des réseaux sociaux, hein, en tout cas Twitter que je fréquente, je ne suis pas sur Facebook. Vous pouvez les retrouver. Ils ont très tôt organisé au fond leur résistance. Et moi, je les considère comme des partenaires quelque part, ou des compagnons de route, hein, même si on n'a pas les mêmes finalités. Ma finalité n'est pas pratique ni corporatisme. Encore une fois, elle est simplement de chercher la vérité. Hein. Mais ça m'a paru être à la fois très sain et un symptôme de ce qui se passait. Et pour moi, une source régulière d'information aussi, hein, qu'une parole libre de médecin. Donc, qu'est-ce que j'en pense? Du bien, fondamentalement, évidemment, de ça. Sans me demander encore une fois si telle ou telle personne vient de ci, a fait ça, a voté pour un tel, ou ce que faisait son oncle, sa tante ou sa sœur, je m'en contrefiche, mais alors totalement. Voilà. Par contre, quand la porte-parole de Laissons les médecins prescrire, qui s'appelle Madame Violaine Guérin, docteur Violaine Guérin, quand elle dit quelque chose, je l'écoute attentivement, voilà, parce que je prends les gens au sérieux, de la même manière que quand les gens de l'IHU de Marseille écoutent, je ne suis pas leur beau-frère, leur belle-sœur, je ne les connais pas, je ne sais pas ce qu'ils aiment, pas ce qu'ils mangent, je m'en contrefous ni ce qu'ils votent. Par contre, je les écoute attentivement, voilà, tout simplement parce qu'ils ont une compétence. Donc oui, laissons-les prescrire. Vous devriez vous y intéresser. Je ne peux que conseiller cela et dire évidemment si vous connaissez des médecins, des professionnels de soins qui aimeraient dire des choses mais qui n'osent pas parce qu'ils ont peur du Conseil de l'ordre, de la censure, de la répression, du qu'en dira-t-on. Et s'ils ne connaissent pas cette association, il faut leur faire connaître, bien entendu. Hein. On est toujours moins seul et moins fragile que lorsqu'on est nombreux. Voilà. Une autre question portait sur les préconisations ou les stratégies alternatives au vaccin. Hein. Alors, là aussi, j'ai beaucoup publié là-dessus. Je crois que c'était la deuxième question que j'avais mis dans mes interrogations de départ. Hein, cette idée et qui est vraiment typique de la doxa, hein, doxa OMS, doxa du gouvernement, doxa ministère de la Santé en France, etc., qui est, au fond, la délivrance ne viendra qu'un jour du vaccin. Et donc, course effrénée pour le produire, course entre les labos, dépenses folles. Hein. Un jour, on fera aussi juste les calculs, hein. On comptera les sous, hein, et on verra aussi, à travers tout simplement. J'ai toujours dit ça dans ma vie, donc je peux le dire à nouveau ici. Hein. Les grands discours, c'est très bien. Je me souviens
grand débat que j'avais eu, c'était en 2005, vous vous souvenez, il y avait eu les grandes émeutes. Je fais une parenthèse, mais pour une raison très précise. Hein, voilà. Il y avait eu les grandes émeutes en France, et vous vous en souvenez, 2007, il y a M. Sarkozy qui arrive au pouvoir, qui a surfé sur les inquiétudes, la machin comme d'habitude, et qui dit, oh, vous allez voir avec moi, comme d'hab, hein, genre Napoléon, vous allez voir avec moi, on va régler les problèmes, c'est juste que les gars d'avant, ils n'en avaient pas dans le pantalon, alors que moi, j'en ai une grosse comme ça. Hein. Voilà, on va dire les choses comme elles sont, parce que c'est comme ça qu'elles se posent en réalité, malheureusement. Hein. Donc M. Sarkozy arrive sur plein de sujets, et il nous dit, en l'occurrence, les banlieues, vous allez voir, moi je vais lancer, c'est lui qui le dit, hein, le plan Marshall des banlieues. Waouh, c'est le truc... plan Marshall, ça évoque quand même des souvenirs un petit peu à un certain nombre d'entre nous. Hein. Donc le plan Marshall des banlieues, et en plus, vous voyez comme je suis un gars bien, qui est-ce que je mets ministre de la ville? Je mets une femme, une femme d'origine maghrébine. Donc je mets Madame Fadela Amara. Non. Et elle va mettre en œuvre mon plan banlieue. Voilà. J'avais eu, je me souviens, un débat très rapidement. Et dans le premier débat, donc, on me pose la question, qu'est-ce que vous pensez, hein, M. Mukieli, machin et je commence à émettre quelques arguments critiques. On me dit, mais enfin... vous ne vous rendez pas compte, c'est inespéré, plan Marshall. Je dis, plan Marshall? Attendez, on va faire une petite vérification. D'ailleurs, on va aller sur le budget prévisionnel que s'apprête à voter les assemblées, hein, pour voir qu'est-ce que Mme Fadela Amara, qu'est-ce qu'elle a dans son compte en banque pour la politique de la ville, pour mettre en œuvre le plan Marshall. Voilà. Et le jour où vous avez vu c'est quoi le solde, la ligne budgétaire du prétendu plan Marshall, vous avez compris que c'est une blague. C'est une blague. Voilà. Il n'y a pas de plan Marshall, il ne peut pas y en avoir. Vous n'allez pas dire que vous allez acheter, de quoi faire une pièce montée, machin, si vous avez à peine de quoi payer un croissant. C'est pas vrai. Hein, voilà. Il faut arrêter de prendre les gens pour des idiots. Il ne pouvait pas y avoir de plan Marshall et il n'y en a jamais eu, puisque de toute façon, dès le départ, il n'y en avait pas de budget. Donc il faut compter les sous. C'est le nerf de la guerre. Là aussi, je rappelle des grosses banalités, hein, mais qui sont fondamentales. L'argent, c'est le nerf de la guerre. Donc si vous voulez, dis-moi combien de budget tu mets à tel endroit, et je te dirai l'intérêt que tu accordes à la chose en question. Voilà, parce que les choses ont un prix. Le prix des choses est essentiel. Voilà. Donc là, quand on fera les comptes, hein, quand on fera le compte des dépenses, il faudra regarder quand même ce qui est passé dans cette histoire de vaccin, hein, et dans quelle poche c'est tombé. Il y a des fortunes qui sont quand même en train de se faire, il faut le savoir là-dessus. Alors, qu'on se comprenne bien là aussi, hein, je suis complotiste sur aucun sujet, je l'ai dit, hein, j'essaie de tenir ma ligne à moi, qui est une ligne de droiture intellectuelle et morale, et je ne suis ni pro ni anti-vaccin. Il y a des vaccins qui sont fondamentaux, il y a des vaccins qui ont permis de réduire la mortalité infantile de manière majeure tout au long du XXe siècle, et qui sont une des causes majeures de la réduction de la mortalité qu'on a connue pendant longtemps, ou de l'augmentation de l'espérance de vie qu'on a connue pendant longtemps. Donc il ne s'agit pas du tout d'être anti-vaccin, mais il ne s'agit pas non plus d'être un gogo du vaccin, hein, ce qu'on nous pousse à être aujourd'hui, hein, des gogos du vaccin. Là, c'est la solution miracle qu'on attend, et puis en avant tout le monde et machin bidule, le tout dans des procédures hyper accélérées, parce qu'il faut faire vite et qu'il n'y a que ça. Alors non, il n'y a pas que ça, il n'y a jamais eu que ça. Alors qu'est-ce qu'il y a? Il y a un ensemble de stratégies thérapeutiques qui permettent soit d'être... ce qu'était l'idée initiale de Diraout avec son hydroxychloroquine, c'était son idée fondamentale, qui est régulièrement déformée, mal interprétée par des gens mal intentionnés, hein, parce qu'on veut discréditer les personnes. Pourquoi est-ce qu'on veut discréditer les personnes, si ce n'est pour discréditer leurs idées, en réalité? Pourquoi ces idées dérangent? Pourquoi ça dérange de dire qu'on peut soigner la Covid, en fait? Et qu'il n'y a peut-être pas besoin d'atteindre le vaccin. Qui ça dérange qu'on dise ça? Ça dérange manifestement des gens. Hein, voilà. Or, c'est le cas. On peut soigner la Covid, à condition évidemment de ne pas arriver au dernier moment. Hein. Si vous attendez que les gens soient en réanimation, c'est sûr que ça va être compliqué. Hein. Ça, c'est sûr. Hein. Ça va être très compliqué. Voilà. Par contre, si vous pouvez détecter tout de suite, dès qu'il y a contamination, vous pouvez diminuer, hein, la durée du portage viral. Et éventuellement l'intensité, d'ailleurs, de l'attaque virale. Ce qui va permettre donc d'éviter que la maladie se développe, hein, et qu'elle passe par les plusieurs phases. La maladie de Covid, c'est quelque chose qui traverse plusieurs phases, qui peut s'arrêter. C'est un processus qui peut à tout moment s'arrêter, ou si vous n'arrivez pas à gérer l'étape 1, eh ben vous enclenchez l'étape 2. Puis vous arrivez à l'étape 3, où c'est le corps lui-même qui se suicide quelque part. Hein. C'est-à-dire c'est la réaction immunitaire de votre corps qui devient dangereuse pour votre propre santé. Bon, mais si vous avez fait quelque chose dès l'étape 1, vous pouvez ne pas passer à l'étape 2, ni à l'étape 3. Voilà. Donc il y a l'usage donc des molécules qui ont des actions antivirales, hein, contre l'intensité et la durée de l'infection, de l'attaque virale que subit notre organisme.
Par ailleurs, avant même ça, il y a évidemment les stratégies de prévention. Je le dis tout à l'heure, le fond de l'affaire, c'est quoi? C'est qu'il y a un virus qui arrive dans votre organisme, et à l'intérieur de votre organisme, il y a nos défenses immunitaires qui vont donc entrer en bagarre avec le virus. Quand les gens font une forme sévère de maladie, c'est que le virus a en partie gagné la bataille. Quand les gens font soit pas du tout de symptômes, soit des symptômes légers ou pas longs, etc., c'est que votre système immunitaire a gagné la bataille. Bon, il y a une bataille qui se joue. Dans l'immense majorité des cas, votre système immunitaire gagne la bataille. C'est pour ça que l'histoire que le corona, c'est un virus mortel qui menace toute l'humanité, la planète, c'est faux. C'est faux, c'est du mensonge pur et simple. C'est faux, c'est juste pour nous faire peur, probablement. En tout cas, c'est l'effet que ça a. On ne va pas faire de procès d'intention, mais c'est l'effet que ça c'est sûr. Mais c'est juste faux. Dans l'immense majorité des cas, votre système immunitaire gagne cette bataille. La gagne. Au prix de quelques symptômes, voire dans beaucoup de cas, de même pas de symptômes. Vous le savez, la plupart des enfants, des jeunes, des ados, des jeunes adultes, etc., on peut porter le virus en étant totalement asymptomatique. Totalement. On peut ensuite faire des formes qui ressemblent à de la grippe légère. Comme on peut de rien faire et ça peut dégénérer. Et ça peut dégénérer non seulement de manière temporaire, avec donc des réactions inflammatoires importantes à un moment donné, mais qui plus est, qui peuvent avoir des conséquences à long terme. Et on le sait aujourd'hui. Il y a des malades qui ont des séquelles, qui ont des formes de fatigue physique, psychique, etc., qui peuvent durer pendant des mois et des mois. Bon. C'est toujours pareil, parce qu'on n'a pas fait ce qu'il fallait au moment. Doliprane. Le docteur Epstein, c'est un des premiers médecins qui a osé dire dans la presse, écoutez, moi, je ne vais pas suivre la recommandation du ministère de la Santé. C'est-à-dire, je ne vais pas dire aux gens, restez chez vous, prenez du Doliprane si vous avez un peu de fièvre, et vous appellerez le SAMU si jamais ça dégénère. Voilà. Le docteur Epstein a écrit un livre dont le titre est suffisamment explicite, ça s'appelle « Je ne pouvais pas les laisser mourir ». Ok ? Il raconte comment, sur leur groupe Facebook, un groupe Facebook qui s'appelle le Divan des médecins, échanger là, des centaines de médecins, avec des sous-groupes, des chambres dans ce groupe du Divan des médecins, et il raconte comment, depuis le début, évidemment, ils discutent de ce qu'ils font quand ils voient arriver dans leur cabinet les premiers malades de la Covid. Et ils discutent entre eux, et le docteur Epstein dit, pendant les premiers jours, voilà, j'étais pris dans le dogme. On m'avait dit, tu fais comme ça vient d'en haut, c'est comme ça et c'est pas autrement. Bien. Non. Et donc, Doliprane au premier symptôme, et pour les autres, on attend, machin, et puis ça va pas, on appelle le SAMU, vous partez à l'hôpital, et Inch'Allah, vous restez en vie, ou bon, voilà. Il appelle ça, lui, le système des 3D, Doliprane, dodo, décès. C'est ça la formule de M. Epstein. Voilà. Et il explique comment la première nuit déjà, ça se tourne un peu quand même le soir, il a du mal à s'endormir, et la nuit d'après il dort carrément plus du tout, parce qu'il il se dit mais c'est pas possible, on me dit que je ne peux rien faire, et que même, non seulement je dois même pas tenter de machin, parce que d'autres qui savent déjà, d'où ils savent d'ailleurs, au nom de quelle expérience déjà du corona qui en fait vient d'arriver, ils savent qu'on ne peut rien faire, et me disent que je ne dois rien faire, et finit par dire mais non, voilà, non. Donc je vais soigner les gens, je vais faire le point de ce qu'on peut savoir déjà, je vais tester des choses, voilà. Très vite il a l'idée de tester, très vite il comprend comment il faut endiguer le processus inflammatoire qui va finir par se retourner contre nous-mêmes au sein de notre organisme. Très vite, il se dit, je vais utiliser des antibiotiques, voilà, comme je fais pour les gens qui ont la grippe, et en particulier une famille d'antibiotiques qui s'appelle des macrolides, et donc, le plus connu étant l'azithromycine. Maintenant, on le connaît tous puisqu'il fait partie du protocole de l'IHU, mais il y a d'autres antibiotiques de la famille des macrolides qui portent d'autres noms, peu importe, qui sont en vente classique dans les pharmacies, en prescription pour certaines maladies, notamment de type grippal. Et M. Epstein donc, commence à faire ça. Voilà. Et bizarrement, dans les jours qui suivent, il n'a plus aucun patient qui dégénère et qui part à l'hôpital. Voilà. J'ai interviewé, pareil, Madame Franco-Payard, à qui l'Ordre des médecins a dit de se taire, qui est en Isère, et on a fait le bilan, j'ai publié ça sur mon blog, un article entier, on a fait le bilan de son travail de médecin à partir du moment où elle a accepté, elle aussi, de désobéir, parce que c'est de ça dont il s'agit, c'est un acte de désobéissance civile,
qui est un acte qui est de salubrité publique, elle a décidé de désobéir et de traiter les patients, notamment avec des antibiotiques de la famille des macrolides. Le résultat, entre le moment où elle décide de traiter et aujourd'hui, enfin, le moment où j'ai fait l'article, l'interview, et puis l'article, elle a traité 350 personnes symptomatiques à la Covid, 350 personnes symptomatiques, 4 hospitalisations, 0 mort. Voilà la réponse que je peux faire à la question de qu'est-ce qu'on peut faire d'autre que d'attendre gentiment le vaccin. Et je répète, il y en a beaucoup d'autres encore que vous trouverez dans les articles de mon blog et chez d'autres. Je ne suis pas le seul, heureusement, à avoir pensé un peu tout ça. Leur tour, donc je pense qu'on va arrêter là. Est-ce que tu as une phrase de conclusion? Est-ce que tu veux terminer sur une information? J'ai juste envie de dire à vous tous, amis, camarades, citoyens, il faut refuser de vivre dans la peur, fondamentalement. Il faut refuser cette idée que voilà, il se passe un truc incroyable, extraordinaire, qu'on n'a jamais vu, et que donc tout ce qu'on a l'habitude de penser, de faire, est comme invalidé, et que tout est suspendu, et qu'on peut plus même... Il faut fondamentalement refuser ça. Ce n'est pas vrai. Ce n'est pas vrai. Si les gens qui nous gouvernent ont peur, c'est leur problème, c'est pas le nôtre. S'ils paniquent, c'est un problème. Ça nous pose un problème que eux paniquent, parce qu'ils ne devraient pas. Ils ont des responsabilités telles qu'ils ne devraient pas. Mais mettre toute la société en transe, en état de tremblement comme ça permanent, comme on nous le fait depuis le début, par des modes de communication qui relèvent par moments de la manipulation mentale, mettre les gens en espèce de transe d'effroi, comme se souvenir de ce que c'était que la messe des morts de M. Salomon tous les soirs au journal télévisé, et l'ensemble de ces articles de cette presse qui systématiquement, jour après jour, ne fait que vous dire aujourd'hui il y a 150 cas de plus à l'hôpital, il y a 3255 cas positifs testés, il y a 3 morts ici, tous les jours, la totalité des articles ne fait que faire ça, que dire ça. C'est le message constant, unique, martelé tout le temps, à coups de chiffres qui parleraient d'eux-mêmes et qui justifieraient d'eux-mêmes toutes les mesures qui sont prises derrière. Voilà. Ce système-là, fondamentalement, est quelque chose qui nous anesthésie la pensée. Et au passage, comme vous avez pu le voir, ça anesthésie aussi toutes les formes de vie sociale et toutes les formes de lutte sociale. Parce qu'au passage, ce qui se passe aussi quand même, c'est qu'on est dans une situation où il n'y aura bientôt plus qu'un pouvoir exécutif qui fait à peu près tout ce qu'il veut, et qui délégitime par avance, ou interdit en pratique et de fait par avance toute forme de vie sociale, de vie politique, et globalement de débats contradictoires, ce qui, au final, à mes yeux, constitue aussi une menace importante pour notre démocratie, tout simplement.